Le légendaire acteur Robert Redford, l'une des plus grandes stars d'Hollywood dans les années 1960. Il était également un militant connu pour son activisme politique, ainsi que pour sa fondation du Sundance Film Festival. Nous venons d'avoir la confirmation que Robert Redford est décédé. À 21 ans, Robert Redford a tenu son bébé mort dans ses bras et s'est blâmé. La perte de Scott, due à la MSN en 1959, a laissé des cicatrices qui ne se sont jamais cicatrisées. Mais ce n'était que le début. Sa mère est décédée quand il avait 18 ans. Son autre fils est décédé d'un cancer en 2020. Entre le chagrin, il portait des secrets que même ses co-stars les plus proches ne pouvaient ignorer. Jane Fonda a finalement dit la vérité après ses funérailles. Ce qu'elle a révélé sur leur décennie de collaboration va vous choquer. Robert Redford est né le 18 août 1936 à Santa Monica, en Californie. Son père travaillait comme comptable pour Standard Oil et sa mère était originaire d'Austin, au Texas. La famille avait très peu d'argent pendant la Grande Dépression et a dû déménager entre Santa Monica et Van Nuys. Son père travaillait à El Segundo, tandis que la famille vivait à Venise, ce qui rendait les choses encore plus difficiles. Parfois, Robert allait vivre avec son grand-père à Austin, juste pour soulager la pression sur le ménage. Être entouré par la nature pendant ses voyages lui a donné un profond amour pour le plein air qui l'a accompagné toute sa vie. En 1947, alors qu'il n'avait que 11 ans, il a contracté la polio. Ce n'était pas le pire des cas, mais cela l'a empêché de marcher pendant des semaines. C'était avant l'existence du vaccin contre la polio, alors tout le monde était terrifié. 2 ans plus tard, en 1949, sa mère l'a conduit au parc national de Yosemite. Quand il a vu la vallée pour la première fois, il a été complètement ému. Il ne voulait pas seulement la regarder, il voulait en faire partie. Ce seul moment a tout changé pour lui. Adolescent, Robert a rejoint un gang. Il a été arrêté à 16 ans pour avoir conduit une voiture volée, mais les accusations n'ont pas tenues. Il volait des enjoliveurs et se faufilait dans des piscines sur des propriétés privées. Une fois, pour faire ses preuves auprès du gang, il a sauté d'un toit et a à peine survécu. Il a fait des courses de voiture à travers Santa Barbara, atteignant parfois 145 km/h. Il a essayé le hashish et la marijuana, a séché les cours et a commencé à s'éloigner de toute direction réelle. En 1955, alors qu'il avait 18 ans, sa mère est décédée subitement d'une septicémie à seulement 41 ans. Elle avait développé une maladie du sang des années plus tôt, après avoir donné naissance à des jumeaux mort-nés vers 1946. Sa mort l'a durement touché. Il venait de commencer l'université avec une bourse de baseball à l'Université du Colorado. Mais après son décès, il a sombré. Il a trop bu, a perdu sa concentration et a été expulsé de l'école après seulement 18 mois. Même enfant, Robert aimait dessiner et raconter des histoires. Il a remporté un concours d'art scolaire qui lui a valu un emploi d'été au studio Disney en 1954, mais il détestait le travail répétitif et a démissionné. Un technicien lui a suggéré d'essayer un studio plus petit et ce conseil lui est resté. Son père ne soutenait pas du tout ses rêves. Il appelait l'art de Robert des rêveries et pensait que c'était une perte de temps. Ce rejet l'a marqué. Il a finalement abandonné complètement et est allé à Paris, survivant à peine avec du pain, du fromage et de l'eau. Il a participé à des manifestations étudiantes et a vécu comme un artiste affamé. En 1955, à 19 ans, il a fait de l'autostop à travers l'Europe. Il dessinait des portraits de rue pour survivre et a même esquissé des modèles nus en échange de nourriture. À Paris et à Florence, il séjournait dans des auberges de jeunesse ou dormait parfois sous des jetées. Alors qu'il était à Cannes, il dormait dans un sac de couchage sous une jetée là-bas. Il a rencontré une Française de 20 ans, son aînée, qui tenait une petite boutique. Elle l'a accueilli et lui a donné des conseils qu'il n'a jamais oubliés. Elle a dit « Relève ton menton, regarde le soleil ». Cette phrase l'a aidé à sortir d'une période sombre. Quand il est revenu aux États-Unis en 1957,
Il s'est inscrit au Pratt Institute de Brooklyn pour étudier la peinture. Mais après qu'un professeur ait sévèrement critiqué son travail, le qualifiant de non original, Robert s'est effondré. Déjà en train de boire beaucoup à cause de la douleur de la perte de sa mère, il a sombré encore plus profondément dans l'alcool. Il a abandonné Pratt et a accepté tous les emplois qu'il pouvait trouver, y compris travailler dans des champs pétrolifères. Ce fut l'un des moments les plus bas de sa vie, et cela a failli détruire son avenir. Le 9 août 1958, alors qu'il avait 22 ans, il a secrètement épousé Lola Van Wagenen, 19 ans, à Las Vegas. Ils n'avaient que 300 $ et ont dû emprunter une voiture pour rentrer chez eux. Lola était une mormone de l'Utah et étudiait à Stanford, mais elle a quitté l'école pour l'épouser. Sa famille était furieuse, surtout parce que Robert n'était pas religieux et n'avait pas d'emploi stable. Pour calmer les choses, ils ont organisé une autre cérémonie le 12 septembre chez sa grand-mère à Provo. Lola était déjà enceinte, ce qui a ajouté à la tension familiale. Mais malgré tout, ils ont déménagé à New York pour construire une vie ensemble. Le 1er septembre 1959, leur fils Scott est né. À peine 2 mois et demi plus tard, le 17 novembre, il est décédé de MSN. Robert avait 21 ans et Lola 20 ans. Ils étaient complètement préparés au chagrin. Ils se sont blâmés, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Des années plus tard, Robert a dit que cela crée une cicatrice qui ne guérit probablement jamais complètement. Cela a presque déchiré leur mariage et l'a hanté pendant des décennies. À la fin des années 1950, l'argent était rare. Robert a travaillé comme pompiste, chauffeur de camion de lait. Gère sentier et vendeur, tout en essayant d'étudier l'art dramatique à l'American Academy of Dramatic Arts. Lui et Lola vivaient dans un minuscule appartement à New York. À l'académie, d'autres étudiants et même des instructeurs se sont moqués de lui. Ils pensaient qu'il n'était qu'un joli visage. Personne ne le prenait au sérieux. Mais cette belle apparence qui le rendait si peu sûr de lui deviendrait plus tard son ticket vers la gloire. Pourtant, à ce moment-là, le rejet l'a presque écrasé. Sa première percée est survenue en 1959, lorsqu'il est apparu à Broadway dans une pièce intitulée Tall Story. Il a même joué dans la version cinématographique, bien qu'il n'ait pas été crédité à l'écran. En 1960, il est apparu dans un épisode de Perry Mason en tant que beau-fils gâté. Cette année-là, il a joué 8 rôles à la télévision. L'une des séries, Rescue It, le mettait en scène dans le rôle d'un jeune homme souffrant de troubles mentaux. En 1962, il a obtenu une nomination aux Emmy Awards pour son rôle dans The Voice of Charlie Punt. Sa dernière apparition à la télévision depuis des décennies a eu lieu en 1963 dans Breaking Point, une émission sur la psychiatrie. Ses premiers 16 premiers rôles l'ont aidé à gagner en confiance, en expérience et à se faire un vrai nom. Puis vint 1961. Il a joué dans une comédie de Broadway intitulée Sunday in New York, qui a été jouée 148 fois. Elle a perdu de l'argent au début, mais a donné à Robert quelque chose de plus précieux que de l'argent. Elle a montré aux producteurs qu'il pouvait faire de la comédie. Cela l'a aidé plus tard à décrocher pieds nus, dans le parc et finalement Butch Cassidy et le Kid. Entre 1960 et 1963, Robert a travaillé constamment à la télévision. Il a joué dans Naked City, The Twilight Zone, Dr. Kildare, Maverick, The Untouchables, Route 66 et bien d'autres. Chacun a ajouté à sa gamme. Au moment où il est passé au cinéma à plein temps, il avait déjà fait ses preuves, mais aucun de ses succès n'a été facile. Le premier grand fun film de Robert Redford était censé le lancer, mais il l'a presque enterré à la place. C'était en 1962, lorsqu'il est apparu dans War Hunt, un film de guerre coréen à petit budget qui n'a guère fait de vagues. Le film a à peine rapporté 100 000 $, a disparu des salles de cinéma et a presque fait douter Redford de tout. Mais quelque chose s'est passé sur ce plateau qui allait changer le reste de sa vie. Il a rencontré Sydney Pollack. Cette petite connexion allait devenir l'un des partenariats les plus importants de sa carrière.
Pollock allait réaliser Redford dans 7 grands films, dont Nos plus belles années et Out of Africa. Ce qui ressemblait à un échec était en fait le début de quelque chose d'énorme. Puis vint Inside Daisy Clover. Redford a été choisi face à Natalie Wood dans le rôle de Wade Lewis, un personnage qui, dans le livre original, était ouvertement gay. Hollywood n'a pas aimé cela et Redford n'était pas entièrement à l'aise non plus. Il a refusé de jouer le rôle de manière entièrement gay. Il voulait que Wade montre également de l'intérêt pour les femmes. Ainsi, le film a fait allusion à son homosexualité au lieu de l'affirmer ouvertement. Pourtant, c'était audacieux et dangereux pour une étoile montante dans les années 60. Un seul faux pas aurait pu mettre fin à sa carrière. Au lieu de cela, il a remporté un Golden Globe. Ce risque a porté ses fruits et les gens ont commencé à le prendre au sérieux. Mais en 1967, Redford a pris une décision qu'il regretterait pendant des années. Le réalisateur Mike Nichols lui a offert la chance de passer une audition pour le lauréat. Cela aurait pu être le rôle de sa vie. Mais lorsque Nichols lui a demandé s'il savait ce que ça faisait d'être rejeté par les femmes, Redford a fait une pause. Puis il a admis que non, il ne le savait pas vraiment. Cette réponse a tout dit à Nichols. Redford était trop confiant, trop beau, trop cool pour jouer Benjamin Braddock. Le rôle est allé à Dustin Hoffman et le lauréat a rapporté plus de 100 millions de dollars dans le monde entier. Redford dira plus tard que le fait de ne pas avoir accepté ce rôle était l'un de ses plus grands regrets. À peine 2 ans plus tard, en 1969, Butch Cassidy et le Kid ont tout changé. Redford a joué le Kid face à Paul Newman. Mais ce n'était pas facile d'y arriver. Le studio voulait le traiter comme un personnage secondaire et lui donner la 2e place au générique. Redford s'est défendu. Il a exigé d'être crédité au même titre que Newman. C'était un risque énorme. Il n'était pas encore un nom connu, mais cela a fonctionné. Le film a rapporté 12,3 millions de dollars et est devenu le film le plus rentable de l'année. Il a fait de Redford une star et il n'a plus jamais eu à se battre pour la première place au générique. La même année, il a fait un autre geste audacieux. Il a acheté 2600 acres de terre montagneuse dans l'Utah. La terre lui a coûté environ 500 $ l'acre et comprenait une petite station de ski appelée Timp Haven. Mais Redford ne voulait pas d'un piège à touristes de plus. Les investisseurs l'ont supplié de construire des hôtels et des condos. Il a refusé. Il voulait préserver la terre, pas l'exploiter. Cette décision l'a presque ruiné financièrement. Les coûts ont grimpé en flèche. Les groupes environnementaux se sont opposés à tout développement. Pendant des années, son projet Sundance a perdu de l'argent. Mais Redford a tenu bon et ce qui avait commencé comme une quasi-catastrophe allait devenir le cœur de son héritage. En 1972, il a joué dans The Candidate. Il a joué Bill McKay, un avocat idéaliste plongé dans une course au Sénat. Le film ne se contentait pas de critiquer la politique. Il révélait comment même les motifs les plus purs sont dévorés par le système. En coulisses, Redford était obsessionnel. Il n'arrêtait pas de modifier le scénario, même en pleine scène. Il a rendu le réalisateur et le scénariste fous, mais le produit final semblait réel. La même année, il a joué dans Jeremiah Johnson. Il a été tourné dans les montagnes glaciales de l'Utah, souvent dans de véritables tempêtes de neige. Les spectateurs pouvaient sentir le froid. Ils pouvaient sentir la solitude. Le film a coûté 3,1 millions de dollars et a rapporté 44,7 millions de dollars. C'était le 5e film le plus rentable de l'année. Chaque parcelle de douleur à l'écran était réelle. Puis vint Nos plus belles années, en 1973. Redford a joué face à Barbara Streisand, dans une romance se déroulant sur plusieurs décennies. Streisand l'a convaincu de prendre le rôle, même s'il pensait que le personnage était plat. Elle était infatuée de lui et des rumeurs ont circulé. Redford portait 2 suspensoires pendant leur scène d'amour. Il lui a également demandé de porter un bikini pour rester modeste.
Il a même refusé de prononcer certaines lignes qu'il pensait affaiblir son personnage. Derrière ces demandes étranges, il y avait pourtant un film qui touchait les cœurs partout dans le monde. Mais c'est en 1980 que Redford a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a réalisé Des gens comme les autres, un film discret sur une famille en deuil. Il a coûté 6,2 millions de dollars et en a rapporté 40 millions. Il a également remporté 4 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Redford. C'était sa première réalisation. Ce que la plupart des gens ne savaient pas, c'est que Redford avait perdu son propre fils en bas âge en 1959. Cette douleur ne l'a jamais quitté. Il l'a déversé dans le film. Des critiques comme Roger Ebert l'ont qualifié de profondément émouvant. Les spectateurs ont ressenti quelque chose qu'ils n'avaient pas vu dans d'autres drames familiaux. Le film a contribué à normaliser la culture de la thérapie et a mis en lumière la santé mentale. En 1984, Redford est revenu au cinéma dans Le Meilleur. Il s'agissait de Rêve de baseball et de rédemption. Il a passé près de 10 ans à faire réaliser le film. Les studios ne pensaient pas que les films de baseball vendaient des billets, mais Redford a insisté. Il a modelé son personnage sur Ted Williams et a porté le numéro 9 pour l'honorer. Il s'est entraîné dur, même à 48 ans, en s'assurant que chaque swing semblait authentique. L'histoire était censée se terminer en tragédie, comme le livre. Redford l'a changé. Il voulait de l'espoir. Ce coup de circuit final est devenu emblématique. Un an plus tard, en 1935, Out of Africa est sorti, réalisé par son vieil ami Sydney Pollack. Le film mettait en vedette Redford et Meryl Streep. Il est devenu l'un des plus grands succès au box-office de la décennie. Il a remporté 7 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Streep a dû convaincre Pollack qu'elle pouvait jouer le rôle, en se présentant apparemment dans un haut décolleté pour prouver qu'elle avait la bonne présence. Le film a été tourné au Kenya, près des véritables collines de Ngong. Redford n'a pas remporté d'Oscar, mais le film a cimenté sa place dans l'élite de Hollywood. En 1992, Redford a réalisé « Et au milieu coule une rivière ». Il a présenté Brad Pitt comme un acteur sérieux. Le film était basé sur une histoire de Norman MacLean et a été tourné au Montana. Redford a modifié les lieux de tournage pour rendre le paysage plus spectaculaire. Il a dépensé environ 12 millions de dollars et a injecté 10 millions de dollars dans l'économie locale en difficulté. Les habitants ont été engagés comme figurants. Les scènes de pêche à la mouche ont été encadrées par de vrais professionnels. La production a même utilisé des poissons mécaniques pour protéger les vraies truites. Ce n'était pas seulement un film, c'était une lettre d'amour à la nature. 2 ans plus tard, en 1994, Redford s'est attaqué à la corruption à la télévision dans Quiz Show. Le film portait sur les 6 scandales des jeux télévisés des années 1950. Redford connaissait la fausseté de la télévision de première main. À l'époque où il était un acteur en difficulté, il avait participé à Play Your Hunch. Il lui avait promis 75 $. Il a plutôt reçu une canne à pêche. Cette expérience l'a marqué. Il voulait que Quiz Show paraisse réel. Il s'est obsédé sur de minuscules détails historiques. Certaines scènes ont été dramatisées, mais le cœur de l'histoire était vrai. Il a été salué par la critique et a rappelé aux gens que la vérité pouvait encore être dite à l'écran. Derrière la caméra, Redford construisait également quelque chose de plus grand. En 1941, la même année où il a remporté son Oscar, il a créé le Sundance Institute. Il y a investi des millions. Bien que le premier festival ait eu du mal, la fréquentation était faible. Ils avaient besoin de l'aide des entreprises pour survivre. En 2024, Sundance valait 132 millions de dollars pour l'économie de l'Utah. Il est passé d'un état fragile à légendaire. Et lorsque Reservoir Dogs y a été présenté en avant-première en 1992, il a lancé la carrière de Tarantino. Les gens ont critiqué le festival pour son manque de diversité. Redford s'est défendu.
Il a dit que la moitié des films étaient réalisés par des femmes et que la mission a toujours été de donner une tribune aux voix sous-représentées. Redford est également devenu un fervent défenseur de l'environnement. Il s'est battu contre les autoroutes et les centrales électriques dans l'Utah. Il a cofondé une fondation pour soutenir les films environnementaux. Il a témoigné devant le Congrès en 2009. Les gens l'ont menacé. Il a continué. Il n'a jamais cessé de se battre pour la terre qu'il aimait. Il y a eu des rumeurs d'une poursuite de 2 millions de dollars et d'incendies de forêt qui ont frappé sa maison. Mais ces détails restent obscurs. Ce qui est certain, c'est qu'il a toujours utilisé sa célébrité pour protéger quelque chose de plus grand. Quant à The Last Lions, Redford ne l'a pas réalisé. Il s'agissait d'un film de National Geographic réalisé en 2011 par Derek et Beverly Joubert. Un incident dangereux s'est produit en 2017 lorsque Beverly a été encornée par un buffle, mais cela n'avait rien à voir avec Redford. Pourtant, les gens l'ont souvent associé à la cause en raison de la force avec laquelle il soutenait la conservation. Robert Redford avait déjà 77 ans lorsqu'il a commencé à tourner All Is Lost en 2013, mais cela ne l'a pas empêché de pousser son corps à la limite. Il n'a pas utilisé de cascadeur. Il a tout fait lui-même. Il a été traîné sous l'eau derrière un bateau sur plus de 15 mètres. Il a escaladé un mât de 20 mètres de haut encore et encore. Il a nagé à travers des cordes et des voiles pendant que l'océan eau froide s'abattait sur lui. Au cours d'une scène, leur voilier de 12 mètres, le Virginia Jean, a commencé à couler réellement dans 18 mètres d'eau. L'équipe a dû se précipiter à l'extérieur et Redford s'est à peine échappé avant que le bateau ne coule. Après des jours et des nuits à être trempé, il a développé de douloureuses infections de l'oreille qui ont endommagé son audition de façon permanente. Le réalisateur sous-marin a dit que Redford nageait pendant 1 heure chaque jour juste pour rester en forme et s'est retrouvé avec des ecchymoses sur tout le corps au moment où le tournage était terminé. 4 ans plus tard, en 2017, Redford a retrouvé Jane Fonda pour la 4e et dernière fois. Leur film, Nos âmes la nuit, était calme et lent et profondément humain. Ils ont joué des voisins à la fin de leurs 70 ans, qui ont commencé à dormir l'un à côté de l'autre. Pas pour la romance, juste pour combattre la solitude. Il n'a pas été filmé au Colorado. De septembre à novembre 2016 et diffusé par Netflix en septembre 2017. Fonda avait 69 ans, Redford 41 ans. Les 6 scènes semblaient si naturelles que les critiques n'ont pas cessé de parler de l'aspect réel de leur connexion. Mais au Royaume-Uni, les gens ont fait des blagues parce que le titre sonnait comme à la nuit. Netflix a refusé de le changer. En 2018, Redford a déclaré qu'il prenait sa retraite. Il avait 82 ans. Il a fait The Old Man and the Gun ses adieux, en jouant Forrest Tucker, un vrai braqueur de banque qui s'est échappé de prison 17 fois après avoir été arrêté 17 fois. Redford a dit à Entertainment Weekly qu'il avait terminé. Mais quelques semaines plus tard, il a dit à Variety que c'était une erreur de dire ça à voix haute parce que cela avait détourné l'attention du film. Puis vint Avengers, Endgame en 2019. Il est apparu brièvement dans le rôle d'Alexander Pierce dans une scène se déroulant en 2012, filmée secrètement entre fin 2017 et début 2018. Ce caméo surprise s'est avéré être son dernier film en salle. En 2012, Redford a réalisé et joué dans The Company You Keep, un thriller politique basé sur un roman de 2003. Il a joué un ancien radical en fuite, se cachant sous une nouvelle identité en tant qu'avocat. Shia LaBeouf a joué un journaliste fouineur qui l'a démasqué. Le film avait une distribution de rêve. Susan Sarandon, Stanley Tucci, Julie Christie, Sam Elliott, Nick Nolte. LaBeouf a dit que le scénario ne faisait que 80 pages au début et n'a cessé de croître pendant les répétitions. Redford ne voulait pas que les choses soient figées. Il a laissé l'histoire évoluer. Il n'a rapporté que 5,1 millions de dollars aux États-Unis, mais a fait beaucoup mieux à l'étranger, rapportant 14,5 millions de dollars à l'international. Même après avoir annoncé sa retraite, Redford a fait une dernière apparition inattendue en mars 2025.
Il est apparu dans Dark Winds d'AMC, une émission policière se déroulant dans les années 1970 qu'il a aidé à produire. Il a joué un prisonnier dans une courte scène avec George R.R. Martin. Il a fallu 4 heures pour filmer. Redford ne s'est plaint qu'une seule fois. Il a juste dit « quoi que Chris veuille », encore et encore au réalisateur. Son personnage a regardé Martin dans les yeux et lui a dit « George, le monde entier attend, fais un geste ». C'était une blague improvisée sur The Winds of Winter, le livre de Game of Thrones qui a été longtemps retardé. C'était la dernière ligne à l'écran de Redford. Mais derrière tout cela, sa vie privée était pleine de chagrin. Il a épousé Lola Van Wagenen en 1958 alors qu'il n'avait que 300 $. Elle l'a soutenu dans tout. Mais en 1985, après 27 ans, ils ont divorcé tranquillement. À cette époque, Redford a eu une romance très publique avec l'actrice Sonia Braga pendant le tournage de The Milagro Beanfield War. Il a ensuite fréquenté Cathy O'Hare, une assistante costumière. Mais c'est Lola qui a vécu les moments les plus sombres avec lui, comme la mort de leur fils en bas âge, Scott, en 1959. Il a cessé de respirer dans son berceau. Redford ne s'en est jamais remis. Il a dit que la douleur de cet événement l'avait accompagné pour toujours. Puis vint d'autres ce chagrin. Son fils, James Redford, un cinéaste et militant écologiste, est décédé en octobre 2020 à l'âge de 58 ans d'un cancer des voies biliaires. James avait lutté contre une maladie du foie depuis ses 20 ans. Il a subi 2 transplantations dans les années 1990. En 2019, un cancer a été découvert alors qu'il attendait une autre transplantation. Il est décédé l'année suivante, laissant derrière lui sa femme depuis 32 ans et 2 enfants. Redford ne s'est pas exprimé publiquement, mais son équipe a confirmé qu'il avait le cœur brisé et qu'il pleurait en privé. En juillet 2009, Redford s'est remarié. Il avait 72 ans. Sa femme, Sibylle Zagars, était une artiste allemande d'une 20aine d'années de moins que lui. Ils se sont rencontrés à la fin des années 1990 à Sundance. Elle est venue skier. Elle ne savait même pas qui il était. C'était, a-t-il dit, le plus beau. Leur connexion n'était pas une question de célébrité. Ils se sont mariés à Hambourg avec seulement 30 invités dans un hôtel tranquille. Ils se souciaient, tous les deux, profondément de l'environnement. Elle a créé de l'art sur les peuples autochtones et la nature. Il a soutenu son organisation à but non lucratif et a été vice-président. Elle est également devenue la belle-mère de ses filles, Shauna et Amy. Mais même la famille a apporté des surprises. La plupart des gens n'ont jamais su que Redford avait un demi-frère nommé William. William travaillait dans la recherche médicale et vivait loin d'Hollywood. Redford n'a presque jamais parlé de lui. Il a se gardé cette partie de sa vie hors des projecteurs, tout comme il l'a fait avec la plupart des affaires familiales. Redford portait de la douleur depuis son enfance. Sa mère, Martha, est décédée d'une septicémie lorsqu'il avait 18 ans. Il a perdu un oncle pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait des sœurs jumelles décédées peu après la naissance. Il a dit que ces pertes avaient créé de profondes cicatrices qui ne s'étaient jamais complètement cicatrisées. Lorsque son bébé Scott est décédé, lui et Lola ne savaient même pas ce qu'était la MSN. Il s'est blâmé comme le font de nombreux parents. La célébrité n'a jamais fait disparaître ce chagrin. Il parlait rarement d'anxiété, mais elle l'a suivi toute sa vie, façonnant sa façon de travailler et sa façon d'aimer. Le 16 septembre 2025, Robert Redford est décédé dans son sommeil à l'âge de 89 ans. Il était dans sa maison de Sundance dans les montagnes de l'Utah, l'endroit qu'il aimait le plus. Il n'y a pas eu de cause officielle, mais on pense que sa polio infantile et des années d'usure physique l'ont rattrapé. Il avait du mal à se déplacer dans ces dernières années. Faire du cheval et jouer au tennis pendant des décennies avait usé ses articulations. À 1,68 m, son corps a finalement cédé. Son attaché de presse a dit qu'il est décédé entouré de ses proches. Après sa mort, une tempête familiale a commencé. Sa succession valait environ 200 millions de dollars.
Construite grâce à son jeu d'acteur, sa réalisation et ses mouvements immobiliers intelligents, il possédait 20 millions de dollars en propriété à travers l'Utah, la Californie et New York. Mais les problèmes ont commencé avec son empire de Sundance. Il en avait déjà vendu une partie en 2020 à Broadreach et Cedar Capital. Maintenant, ses filles et sa femme se disputaient ce qui restait. Propriété intellectuelle, terre, tout ce qui est lié au nom de Sundance. Les experts juridiques ont dit que le combat pourrait durer des années. Hollywood a rendu hommage, mais même cela a révélé de vieilles blessures. Meryl Streep l'a appelé l'un des lions et a admis avoir eu un énorme béguin pendant leur scène d'Out of Africa. Mais l'éloge funèbre de Jane Fonda était différent. Elle a dit qu'il avait des problèmes avec les femmes et qu'il était toujours de mauvaise humeur quand ils travaillaient ensemble. Ils ont fait 5 films ensemble. Elle a dit qu'elle s'était blâmée pendant des années jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il traitait la plupart de ses co-stars féminines de la même manière. Elle a admis qu'elle était amoureuse de lui, mais il ne s'est jamais rien passé. Elle a dit qu'il était toujours beau à tous les points de vue. Mais ces mots laissaient entrevoir quelque chose de beaucoup plus compliqué sous la surface.